Je m'appelle Arnaud Aubert, je suis chercheur à l'Ifremer de Boulogne-sur-Mer. Mes activités concernent essentiellement l'étude de la dynamique des communautés de poissons, en particulier en Manche et en mer du Nord. Donc l'idée c'est de regarder comment évolue dans le temps et dans l'espace cette biodiversité et comment elle peut être expliquée par l'environnement et des facteurs de forçage de type pression par la pêche. Et dans ce contexte, il y a eu un projet qui a eu lieu et qui est maintenant terminé, qui a duré pendant 3 ans, qui s'appelle Eclipse. Ce projet avait pour objectif donc de décrire la dynamique, pareil, dans le temps et dans l'espace de la biodiversité, mais caractérisée selon ce qu'on appelle la taxonomie. Donc en fait, chaque individu que l'on pêche, il est caractérisé par son identité en termes d'espèces. Et pour chaque espèce, on a un certain nombre d'individus. Et à la fin, on analyse l'ensemble de ces données et donc on peut avoir des indices de biodiversité donc taxonomiques. Mais pour mieux comprendre les mécanismes qui expliquent les changements de biodiversité dans le temps, on passe progressivement d'une approche taxonomique à une approche dite fonctionnelle, où là on ne va pas caractériser les espèces selon leur identité taxonomique, mais selon leurs caractéristiques biologiques et écologiques. Donc ça c'est l'approche fonctionnelle. L'approche fonctionnelle a permis de voir que certaines espèces qui ont des points en commun du point de vue de leur écologie, de leur biologie, ont répondu de la même façon à des variations environnementales. C'est-à-dire que certaines espèces qui ont donc en commun par exemple le fait qu'elles sont pélagiques, qui ont une vitesse de croissance relativement importante. Donc ce sont des espèces dites à stratégie R, ce sont des espèces qui se reproduisent relativement tôt dans leur vie, qui produisent beaucoup d'œufs de petite taille. Et donc toutes ces espèces qui ont donc ces particularités communes ont eu tout un point commun aussi, c'est qu'elles ont diminué en abondance au fil du temps, en tout cas en Manche orientale. Et à l'inverse, ces mêmes espèces ont augmenté en abondance dans le sud de la mer du Nord. Donc il y a plusieurs hypothèses possibles à ça. Par exemple, celle qui vient le plus rapidement à l'esprit, c'est une hypothèse migratoire du sud vers le nord en réponse à la hausse de la température. Mais il n'y a pas que la migration qui pourrait expliquer ce changement latitudinal. Ça va se traduire par des différentiels à différentes latitudes. On va avoir au nord des populations qui se développent plus aisément, et à l'inverse au sud des populations qui ont tendance à décroître au fil du temps. Donc si on regarde l'évolution de la distribution spatiale de ces espèces, on va avoir tendance à voir un changement, un déplacement du sud vers le nord de la population, mais qui n'est nullement dû à de la migration. Dans ces écosystèmes qui sont très peu profonds, et effectivement au cours des dernières décennies, on a vu des hausses de la température relativement importantes par rapport à ce qu'on peut observer à l'échelle globale. Et il faut aussi ajouter à ça le fait que dans ces écosystèmes, et comme dans bien d'autres, il y a des variations de la température qui sont liées à des processus naturels du climat. Donc pour ce qui est de la Manche orientale, le processus en question s'appelle l'AMO, pour l'oscillation nord-atlantique, et donc l'oscillation multidécennale atlantique. Et ce phénomène climatique, qui est donc naturel, va venir se compléter aux variations de la température liées aux activités humaines, donc les émissions de gaz à effet de serre. Donc ces deux effets combinés, a priori, auraient engendré la forte hausse de température qu'on a observée dans l'Atlantique Nord-Est de manière générale, et bien sûr en Manche orientale et aussi en mer du Nord. Nous ne faisons que mettre en corrélation des paramètres que l'on mesure, que ce soit des paramètres biologiques ou des paramètres environnementaux, donc la température. Mais il est vrai que même si ça ne reste que de la corrélation, il n'empêche qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs résultats qui convergent tous vers cette même conclusion. Donc ça nous donne davantage de confiance sur cette conclusion qu'on a donnée, qui était que la température, et en l'occurrence les variations naturelles du climat, ont eu un rôle majeur sur la réponse de la biodiversité. On voit en Manche et aussi en mer du Nord un changement de biodiversité. En effet, plus le temps passe, au cours des 3 dernières décennies, plus on a observé une forte dominance des espèces à préférence thermique élevée
et à l'inverse de moins en moins d'espèces à préférence thermique faible. Et ça, c'est une signature typique du réchauffement climatique qu'on observe à l'échelle du globe. Alors bien sûr, il y a des écosystèmes qui ont tendance à montrer les tendances inverses et qui auraient justement tendance à montrer que les choses ne sont pas si simples. Il y a d'autres processus, d'autres mécanismes qui sont liés à des phénomènes plus locaux, comme par exemple les apports de nutriments qui viennent des estuaires, etc., etc. Mais quand on raisonne à large échelle, eh bien, on voit un point en commun, justement, quels que soient les écosystèmes, c'est que de manière générale, les communautés et la biodiversité a tendance à se tropicaliser, entre guillemets. Je pense qu'il faut partir du principe que la nature nous surprend toujours. C'est personnellement ce que je remarque très 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 souvent. Donc j'aurais tendance à répondre oui, bien sûr. Tout est possible. On ne sait pas du tout. On a déjà du mal à prévoir ce qui va se passer dans 30, 40, 50 ans. Donc à partir de là, effectivement, on peut considérer que tout est possible. Tout à fait, il y a déjà quelques exemples, hein. Par exemple, le rouget barbet, qui est quand même l'exemple le plus connu, qui est une espèce qui a priori n'était pas du tout rencontrée en Manche il y a 20 ans, 25 ans, et maintenant on en retrouve même dans le milieu de la mer du Nord. Et c'est le cas aussi d'autres espèces. Donc partant de là, je pense que oui, on pourrait très bien voir des espèces emblématiques du Sud se retrouver dans nos eaux. Oui. L'objectif de cette campagne, effectivement, c'est un peu l'image, c'est d'avoir une photographie de l'ensemble de l'écosystème. On va avoir des mesures faites sur les paramètres environnementaux, mais aussi sur les compartiments biologiques. Donc ça part du phytoplancton jusqu'aux prédateurs supérieurs. Donc en passant par le zooplancton, les invertébrés benthiques, les poissons et les oiseaux et mammifères. Ça va plus loin que ça, même si ça reste une priorité, hein, en termes de, quand on regarde le financement, la priorité reste malgré tout d'évaluer les stocks pour effectivement mieux les exploiter par la suite. Mais bien sûr, ça s'arrête pas qu'à ça. Au fil du temps, on s'est rapproché de cette notion d'approche écosystémique qui donc vise à caractériser et comprendre l'ensemble de l'écosystème pour mieux l'exploiter et le conserver. Donc il y a une notion de conservation de la biodiversité derrière qui est de plus en plus marquée et pour plusieurs raisons. La biodiversité rend des services à l'homme, mais bien sûr il y a sa valeur intrinsèque qui elle-même mérite d'être préservée. Plus le temps passe dans notre travail de recherche, voilà, il y a de plus en plus d'évidence qui montrent que oui, tout est lié, il y a des interdépendances à tous les niveaux dans l'écosystème et au sein de la biodiversité. Et c'est cet ensemble d'organismes qui contribuent au fonctionnement global de l'écosystème. Or, c'est justement le fonctionnement général global de l'écosystème qui va déterminer notamment les services rendus à l'homme. Et donc, ensuite, d'un point de vue conservation, c'est la même chose. On se rend compte que si on veut vraiment conserver, par exemple, une espèce en question, effectivement, il ne va pas falloir s'intéresser que à cette espèce. Il va falloir s'intéresser à toutes les espèces qui sont en lien avec celle-ci.